La bataille commence, le gouvernement a bien sonné le clairon. 7 mois plus tard, elle dure encore. Le champ de bataille, les plateaux TV, investis par des médecins auréolés de leur titre de chef de service, comme Karine Lacombe, l'une des nombreuses cautions scientifiques du gouvernement. Elle seule interviendra au moins 21 fois en 2 mois sur les chaînes d'infos. Le discours forcément est bien rodé. Dès le début, tous les médecins qui utilisent la chloroquine ont émis un signal d'alerte en disant attention, ce n'est pas un médicament anodin, comme tous les médicaments ont des effets secondaires. Il faut tout le temps, quand on utilise un médicament, faire la balance entre le bénéfice et le risque. Le problème de la chloroquine, c'est qu'on n'avait pas jusqu'à présent montré de bénéfice, donc il fallait se mettre en condition pour montrer qu'il y a un bénéfice à prendre la chloroquine. En revanche, comme c'est un médicament qui est utilisé depuis longtemps, on connaissait parfaitement les risques d'utilisation de ce médicament. Et donc, quand le risque devient plus important que le bénéfice, évidemment, quand on est médecin, il y a un adage qui est extrêmement important à suivre, qui est primum non nocere, c'est-à-dire qu'on ne doit pas causer de tort en tout premier. Le tout premier, c'est ne pas causer de tort. Quand on accuse un médicament, on regarde les études de pharmacovigilance. Je me suis rapprochée du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament, Monsieur Martin. Et je lui ai demandé qu'il me fournisse toutes les données concernant l'hydroxychloroquine, son utilisation, son usage et les effets secondaires de ce médicament. J'ai dû demander au moins 4 fois. J'ai fini par avoir une réponse. Depuis ces 4 dernières années, à peu près, plus de 3 millions de comprimés d'hydroxychloroquine avaient été distribués en France. Encore une fois, je vous le rappelle, en vente libre, sans ordonnance. Il y a eu malheureusement 2 personnes qui sont décédées alors qu'elles prenaient de l'hydroxychloroquine. Une personne, c'est malheureux, qui a fait le choix de se suicider à l'hydroxychloroquine. Donc la personne avait pris je ne sais combien de boîtes, et oui. Une autre personne, une personne âgée, qui avait au moins 10 molécules différentes, et l'imputabilité de l'hydroxychloroquine par rapport au décès de cette personne n'a jamais été prouvée. Primum non nocere, c'est-à-dire qu'on ne doit pas causer de tort en tout premier. C'est pour moi une honte parce que il y a des milliards de gens qu'on a pris sur la planète, soit l'hydroxychloroquine, soit la chloroquine. Mais après, quand l'agence du médicament a crié au loup en disant il y a beaucoup de crises cardiaques, les crises cardiaques n'étaient pas du tout dues à l'hydroxychloroquine, elles étaient dues au virus responsable de la Covid-19. Mais voilà, ces médecins irréprochables qui ont inondé les plateaux pendant le confinement ont aussi oublié de déclarer aux chaînes de télévision qu'elles travaillaient aussi pour l'industrie pharmaceutique. Karine Lacombe a touché plus de 200 000 € des labos, dont un qui est toujours en course pour rafler le jackpot du traitement contre la Covid. Mais le plus gros mensonge viendra encore de scientifiques, considérés cette fois comme intouchables. Il aura des conséquences considérables, irréparables. Le 22 mai, coup de théâtre pour tous les scientifiques, médecins et soignants du monde, et coup d'arrêt pour le vieux médoc du doc. La prestigieuse revue, derrière laquelle courent tous les chercheurs de la planète, enterre définitivement l'hydroxychloroquine. Là, le système est devenu fou. Là, les moyens sont incroyables. On prend le sein du sein, c'est-à-dire le Lancet. Une génération comme la mienne, publié dans le Lancet, c'est la Légion d'honneur, quoi. C'est-à-dire, c'est énorme. Et donc, là, brutalement, on voit dans le Lancet que l'hydroxychloroquine, non seulement ne marche pas, mais est extrêmement dangereuse. Réaction immédiate en France et ailleurs, l'hydroxychloroquine est définitivement interdite. Le traitement est retiré des 3 études cliniques en cours, même si plusieurs médecins généralistes s'aperçoivent vite de la supercherie. Le docteur Véran, neurologue, lui n'a rien vu, ou n'a rien voulu voir. Et pourtant, à l'époque, il ne portait pas de masque. Pas encore. Je regarde, c'était des malades de 5 continents. Une étude rétrospective sur 5 continents, c'est beaucoup d'argent. Ça demande des moyens considérables. Mais j'ai regardé quand même si les continents étaient comparables. Parce qu'il faut toujours comparer ce qui est comparable. Et là, je m'aperçois bizarrement qu'il y avait autant de fumeurs en Afrique qu'en Europe, autant de diabétiques aux États-Unis qu'en Afrique et en Europe. Et ça, c'est impossible.
Et en fait, lorsque vous faites une étude, vous confiez vos données à une boîte statistique qui fait des statistiques. Bien, cette boîte était fake, était fausse, elle n'existait pas. Et donc, c'était... Alors, la question, et j'espère qu'on le trouvera, et j'espère que la justice américaine ira jusqu'au bout, qui a payé cette étude? Qui est derrière? C'est un scandale monstrueux. Vous vous rendez compte de la gravité? Moi, je pensais que tout allait être réglé quand il y a eu le Lancet Gate, comme on dit, que ça y est, la communauté internationale allait voir qu'il y avait une gigantesque supercherie mondiale. Eh bien non, les gens ont continué à publier des articles contre la chloroquine totalement délirants, comme tout récemment en France. Bon, il n'y a pas que des Français, il y avait des Suisses dans l'affaire. Un article qui a été publié avec notamment Nathan Pfeffer-Smadja, qui est un interne à Bichat, qui est un élève de Yazdan Panal, président de Reacting, qui travaille aussi à l'Imperial College à Londres, université à l'origine du plus grand canular, disant qu'il allait y avoir 500 000 morts du Covid en Angleterre et même dans d'autres pays européens. Ils ont fait, soi-disant, une méta-analyse, une analyse de tout ce qui était publié, mais c'est affligeant quand on lit cet article, comment il a pu être publié dans un grand journal, qu'ont fait les relecteurs de l'article. Ils ont analysé 800 articles, soi-disant, ils en ont gardé 29, ils ont tout ce qui les arrangeait pas, ils l'ont écarté, ils ont inclus des données qui n'étaient même pas encore publiées. Cette étude est totalement bidon, mais elle a fait la une de tous les médias pendant 3 jours, en disant maintenant ça y est, la messe est dite, la chloroquine ne marche pas. Donc vous voyez, la désinformation après l'affaire du Lancet continue. Nous partons en Suisse pour rencontrer un responsable de la fraude scientifique à laquelle participait ce jeune interne de l'hôpital Bichat, d'où le surnom par ses aînés de puce aux guettes. Quand on choisit, c'est ce qu'on appelle du cherry picking en anglais, quand on choisit les études qui disent que en l'occurrence, l'hydroxychloroquine est ou toxique, ou un impact négatif, ou n'a pas d'impact. Il n'a choisi que il en a choisi 25, je crois, sur les 150. Je crois, il me semble 27, mais enfin bref, peu importe. Ils ont fait du cherry picking pour faire dire à l'étude quelque chose qui n'est pas vrai. Ce que les données empiriques, ce que l'expérience de terrain, je crois que l'hydroxychloroquine, elle est prescrite dans des pays qui représentent plus ou moins 4,5 milliards d'habitants sur Terre. Donc c'est gros, c'est tellement gros le mensonge qu'on peut appeler ça fraude, on peut appeler ça manipulation, on peut appeler ça comme on veut. Enfin bref, Caroline, sa mère, qui valide la méthodologie de l'étude, n'a pas sa place dans le milieu scientifique. C'est des gens dont il va falloir se débarrasser à un moment ou à un autre. Et qu'elle ose aller dans les médias pour dire que la méthodologie est bonne et qu'elle la valide. Mon Dieu, que dire? J'en perds mon latin encore une fois. Et c'est très grave, parce que ces faux articles, frauduleux ou bidons, sont responsables de la mort de beaucoup de gens dans le monde. Ça a été analysé. Quand le Lancet est sorti, dans la plupart des pays du monde, les médecins prescrivaient largement l'hydroxychloroquine. Ils ont dit, peut-être qu'on fait une erreur, maintenant c'est prouvé dans le plus grand journal mondial, on arrête. Et on a observé dans plein de pays, mais très proche de nous, dans la Suisse, mais d'autres pays européens et plus lointains, en Asie ou en Amérique, on a vu un pic de mortalité pendant 2-3 semaines qui était l'effet Lancet, puisque les gens avaient arrêté de prescrire. Et puis après, quand il y a eu c'est dit dans les médias que l'article était frauduleux, qu'il y a eu la rétractation, les médecins ont retrouvé confiance, ont represcrit la chloroquine et la mortalité est repartie à la baisse. Peut-être qu'on aura le même effet avec cette étude qui vient de sortir la fin août, mais c'est très grave et je pense que les auteurs de ces articles devront un jour rendre des comptes devant l'humanité. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la médecine n'est pas une science. Donc on traite, et on a des procédures aujourd'hui de recherche statistique inspirées d'autres domaines qui font comme si on était dans un laboratoire de physique en train d'étudier des particules. Mais la médecine n'est pas une science parce que l'être humain n'est pas aplatissable à quelques variables. Et donc il y a des questions épistémologiques, déontologiques et méthodologiques extrêmement compliquées autour de la recherche médicale. Et ce que l'immense majorité de la population ignore, c'est que ça fait 15 ans qu'on sait que l'essentiel de ce qui est publié est faux. Et vraiment, ça a été le titre d'un article du professeur John Ioannidis, « Pourquoi la plupart de ce qui est publié est faux ?» en 2005, qui a eu énormément de succès. Ça a été un grand coup de tonnerre. Maintenant, c'est un des épidémiologistes les plus respectés au monde. Et puis, dans la foulée, au cours des 15 ans écoulés, tout le monde l'a dit, ou en tout cas, toutes les grandes sources d'autorité crédibles du domaine l'ont dit.
Les rédacteurs en chef des revues médicales l'ont dit. Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, l'a dit en 2016, au moins la moitié de ce qu'on publie est faux, et c'est faux parce qu'on est captif d'un système obscur qui cherche absolument à mettre en avant certains résultats. L'ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, qui est un des autres grands, a dit « Je ne peux plus croire à quoi que ce soit qui est publié ». Des gens de l'art. C'est comme si le présentateur du journal de TF1 dit publiquement « Je ne peux plus croire à aucune des nouvelles dont on parle ». Vous voyez l'onde de choc que ça représente. Est-ce qu'on ne peut pas admettre simplement que pour l'instant c'est un pari qui marche dans ce peu, mais c'est pas prouvé, ni confirmé, ni infirmé. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. À la télé, pas de changement de cible pour les journalistes. Aucune remise en question, une priorité connue, la recherche du buzz pour divertir l'audimat et gonfler les égos. Il y a une forme, est-ce qu'il y a une forme, je vous pose sans provocation, disons, de mégalomanie assumée chez vous? C'est comme les actes d'Auguste. J'ai fait. Là, c'est votre caractère. Mais est-ce que vous assumez le fait qu'un peu de mégalomanie n'est pas mauvaise dans votre vision du monde? Le prof accuse les coups avant de rebondir et de laisser son interlocuteur à son sourire. Il y a eu une seule bouffée délirante dans l'histoire de l'hydroxychloroquine. Une seule. Mais vous allez me dire le Lancet. L'étude, foireuse. On est bien d'accord. Non, mais n'exécutez pas ça comme ça. Ouais. Vous ne réalisez pas ce qui s'est passé. Bien sûr, ça a été un plantage complet pour eux. Il n'y a aucun doute. Vous ne réalisez pas comment un journal comme ça, des reviewers, des éditeurs, ont pris comme étant possible par des inconnus que l'hydroxychloroquine... Non, on n'est pas d'accord. Laissez-moi terminer. Pouvait tuer 10% des gens quand 2 milliards de gens avaient pris ce médicament sans inconvénient. Comment ils ont pu croire ça? Comment, dans le week-end, le ministre et l'OMS a pu valider ça? Ça s'appelle une bouffée délirante dans le métier psychiatrique. Et quand quelqu'un a une bouffée délirante, vous savez ce qu'on fait quand il est sorti de la bouffée délirante? On lui dit, écoutez, vous vous rendez compte que c'est une bouffée délirante, et s'il n'a pas la critique de sa bouffée délirante, c'est qu'il est toujours fou. Je n'ai pas la réponse à l'heure à laquelle je vous parle. Eh bien, moi je l'ai. Les fous ne sont sans doute pas là où on le croit, du moins là où les médias pensent qu'ils sont. Olivier Véran ne reviendra pas sur sa décision d'interdire totalement l'hydroxychloroquine. Les excuses publiques du rédacteur en chef du Lancet, tout comme la rétractation de l'article, n'auront aucun effet. Le mal est fait, et très bien fait. Il sera irréparable. Le Lancet, quand même, c'est terrible, parce que le Lancet, c'est la veille du week-end de l'Ascension, donc ce n'est pas pour rien que c'est fait comme ça. C'est-à-dire que tous les rédacteurs en chef ne sont pas là le week-end. Donc, en général, c'est des gens qui sont remplacés. Donc, c'est extrêmement important de comprendre pourquoi ça a été fait comme ça. Il vous faut quand même facilement 48 heures pour vous apercevoir que c'est un fake. Mais dans 48 heures, c'est plus du tout le sujet. Plus personne n'est intéressé par le Lancet. En résumé, nous avons donc un médicament, l'hydroxychloroquine, bien connu depuis 15 ans pour son efficacité sur les anciens coronavirus, le SARS et le MERS, et même sur l'irréductible dernier, responsable de la Covid-19. C'est l'un des virologues les plus respectés au monde qui l'affirme. Il s'appelle le Dr Zhong. Il a acquis une réputation internationale pour sa gestion de l'épidémie du SARS en 2003. Et c'est encore lui qui a géré la crise sanitaire à Wuhan en février. Il démontre, grâce à des essais cliniques, que l'hydroxychloroquine est efficace sur des malades. En clair, nous avons un médoc qui a déjà roulé sa bosse, dont l'efficacité est démontrée, qui est inoffensif, pas cher, disponible et facile à prendre. Réaction de nos autorités de santé, le 11 mars, ce médicament prometteur et déjà efficace n'est pas retenu pour l'étude européenne Discovery, le seul grand essai européen piloté par l'INSERM. Il sera réintégré de justesse, mais grâce à des pressions dont on ignore la provenance. Car nos élites scientifiques, INSERM en tête, préfèrent miser sur un nouveau médicament, le Remdesivir, déjà testé en Chine, avec à la clé une toxicité avérée pour les reins, un médicament à 3 200 $ et surtout qu'on avale avec une seringue. Pourtant, dès le début de la crise, des soignants français se mobilisent pour mener une étude avec 1000 médecins déjà contaminés. Donc nous avons bâti un protocole, nous avons demandé à la Direction générale de la santé de pouvoir le mettre en application. Le laboratoire Sanofi nous avait même dit qu'il nous fournirait l'hydroxychloroquine gratuitement. Et malgré plusieurs sollicitations, rien n'a bougé et on n'a jamais pu mettre en place cette étude. C'est incompréhensible parce que c'était bénéfique pour tout le monde. C'était bénéfique pour tout le monde, on prenait en charge tout.
Et en plus, on avait des malades, surtout qui étaient intéressants parce que... C'était des médecins. C'était des médecins qui étaient capables de s'auto-surveiller, tout en étant surveillés aussi par des collègues. Donc c'était le cas de figure idéal, bien sûr. Comment expliquez-vous ce refus ? On n'a pas d'écrit, on n'a pas de réponse, en fait. On a eu beaucoup de blocages, mais on n'a pas... À quel niveau ? Sanofi n'avait pas l'autorisation de libérer les lots. Ah, finalement, Sanofi France n'a pas eu l'autorisation de vous passer les lots. Sanofi nous disait, si la DGS nous donne le feu vert de vous donner 1000 lots, 1000 boîtes d'hydroxychloroquine, on vous les donne. La Direction Générale de la Santé, c'est bien ça. Donc c'est elle qui a bloqué. C'est-à-dire que la Direction Générale de la Santé bloquait la libération d'hydroxychloroquine. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de réponse, comment vous réagissez ? Là, on se dit, il y a beaucoup de choses anormales qui se passent. Donc du coup, on crée le collectif Laissons les médecins prescrire et on va, alors sur le plan médical, on va se débrouiller pour traiter nos patients et même nos confrères autrement, puisqu'on n'a plus d'hydroxychloroquine sous la main, donc on va traiter, pour beaucoup, on va utiliser quand même l'azithromycine qui montrera une efficacité. Il y a des médecins étrangers qui rejoignent aussi le collectif, suisses, espagnols, belges, qui eux nous renvoient des informations de leur pays. Donc là, on se dit non seulement c'est anormal ce qui se passe en France, mais c'est bizarre parce que il y a des choses qui se passent aussi dans d'autres pays de façon aussi déraisonnable, irrationnelle. Et puis, petit à petit, on va s'apercevoir que les médecins reçoivent les mêmes messages, les citoyens aussi, qu'il y a quelque chose qui se passe mondialement, en fait, et qu'on n'est pas dans une problématique purement française. Ces médecins, ils reçoivent quoi comme message ? C'est ne vous occupez pas des patients, les patients vont être pris par les... Alors, les médecins de médecine libérale, hein, oui, les médecins sont court-circuités, ne prescrivez pas l'hydroxychloroquine. Les messages qui venaient d'où ? Des autorités de santé des différents pays. Okay. Et puis, blocage au niveau des pharmacies. Et tout était quand même bien verrouillé, quoi. Tout était bien verrouillé, et même avec le temps, on n'a même pu, par moment, plus avoir accès à l'azithromycine. Voilà. Et on a compris, grâce à des pharmaciens, que les lots étaient préemptés et qu'il y a eu une sorte de rupture organisée de l'azithromycine en ville. Comment on le vit, ça, quand on est médecin ? Forcément, on le vit très mal, hein, parce que, bon, surtout quelqu'un comme moi, j'ai 60 ans, donc j'ai à peu près toujours pu exercer la médecine comme je le sentais. J'ai la conscience que chaque patient est une personne particulière, donc il faut adapter la prise en charge, le soin à chaque personne. Donc là, tout d'un coup, vous avez un truc qui vous tombe dessus comme ça, que vous auriez même jamais pu envisager. Et puis, en face, vous avez des patients, vous avez des familles qui sont en panique, il y a des gens qui vont mal, vous apprenez que vos confrères, certains sont hospitalisés, vont pas bien, vous réfléchissez, vous comprenez que ça va pas. Voilà. Vous avez perdu des confrères ou heureusement tout le monde s'en est bien sorti ? Non, il y a énormément de confrères qui sont décédés, énormément. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'on a chanté toute la médecine libérale. Et on a parlé éventuellement des médecins morts à l'hôpital, etc. Mais c'est plus de 10 fois plus dans le monde libéral. C'est criminel d'avoir désarmé la médecine de ville. Parce que si on avait armé les médecins, ils auraient permis l'hydroxychloroquine, puisque Raoult avait montré que ça marchait. Et puis si c'est pas dangereux, et puis s'il y a une épidémie, on essaye si on n'a pas mieux. Il n'aurait pas interdit les laboratoires vétérinaires qui s'est proposé de faire des tests. Il aurait permis aux cliniques privées des régions qui étaient embouteillées par leurs services d'urgence hospitaliers de pouvoir accueillir. Toutes les cliniques privées n'ont pas été sollicitées. Et là, ce qui nous interpelle, les médecins libéraux, c'est que, à compter du 1er octobre, la Direction Générale de la Santé nous a dit qu'elle ne nous attribuerait plus aucun matériel. Et moi, ce qui me choque, c'est que la population française ne tilte pas et ne défende pas sa médecine libérale. Ça veut dire que nous n'aurons plus de matériel, du tout. Pour quelle raison, encore une fois ? Est-ce qu'il y a une raison qui motive Là, il faut cette que vous décision ? posiez la question à M. Véran. Le
masque ne peut être retiré que temporairement, et j'ai bien dit temporairement, afin de vous restaurer. Par contre, pour les petits malins qui gardent un paquet de chips ou une bouteille devant eux pour systématiquement, lorsque l'on passe, avoir quelque chose dans la bouche, vous savez, ça fait 4 mois que ça dure et on commence à avoir l'habitude, donc ça ne marche plus. Je vous rappelle quand même que nous sommes habilités à dresser des contraventions pour non-port du masque. Merci de votre attention. Nous sommes tous sous emprise, surveillés. La délation devient un mode de communication. Cette épidémie est vraiment différente. En réalité, elle n'est pas si différente des autres. Ce qui est différent, c'est son traitement. Il se trouve qu'à l'époque, je me souviens qu'il était pratiquement interdit de faire des comparaisons avec les épidémies connues. Dès que les gens ont commencé à parler de choses comme la grippe, c'était carrément interdit de le faire. Et on connaît les épidémies qui se transmettent par aérosol. On les connaît si bien que ça fait 30 ans qu'on les suit, même plus. Les épidémies de grippe, il était donc assez logique de s'y référer, de se référer en tout cas à cette connaissance. D'où vient ce refus de faire référence à des épidémies passées? Parce que quand il y a une épidémie nouvelle avec un virus nouveau, on fait référence à ce que l'on sait, à ce que l'on connaît. Alors, la question du pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas y répondre. Nouvelle question, nouveau barrage. J'ai pu donner le moment où elle allait atteindre son pic. J'ai pu donner aussi le moment où elle allait atteindre la fin de l'épidémie. J'ai donné, je l'ai écrit, et je n'ai pas lu ça dans une boule de cristal. Je l'ai déduit de mes connaissances de la maladie. Je le redis avec humilité, d'une menace épidémique que nous ne connaissions pas, que le monde n'avait jamais connue jusqu'à présent. Au début, déconcerté, et puis après, j'étais totalement terrorisé par ce que je voyais. Mais pourquoi dans les autres épidémies, parce qu'il y en a eu d'autres, avant le SARS-CoV-2, il n'y a pas eu toutes ces mesures politiques de masques obligés. Le jour où vous avez la réponse à cela, vous m'appelez. La seule question qui vaille, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer cette surenchère de mesures expérimentales testées pour la première fois, confinement d'une population saine, jamais fait auparavant, port du masque généralisé à des personnes en bonne santé, jamais fait auparavant, port du masque fait à l'extérieur, jamais fait auparavant, accélération d'une procédure de mise au point vaccinale sautant les phases 3 qui n'avaient jamais été faites auparavant. Donc ça doit nécessairement nous interpeller. L'humanité a changé, radicalement. En 2 mois. Elle n'a plus de visage. Pour protéger qui, nos anciens? Ils ont pourtant été interdits d'hospitalisation pendant le confinement et le nombre de morts a explosé dans les EHPAD. À l'interdiction de l'hydroxychloroquine, les autorités de santé répondent par l'autorisation du Rivotril, jusqu'à la réserver essentiellement aux soins palliatifs. Parce qu'on sait que quand on est âgé avec beaucoup de comorbidités, il y a un risque très important de ne pas sortir de réanimation et que ça peut être beaucoup plus délétère et inconfortable pour une personne âgée d'être en réanimation. Mais moi, je l'ai constaté. Je suis ami avec un médecin qui s'occupe de 3 EHPAD. Et en fait, les hôpitaux de proximité, c'était dans l'Oise, on ne transportait pas les personnes âgées. Vous savez, là, dans les EHPAD, c'est 80 ans et au-delà. Et donc, on a refusé, dans les hôpitaux de proximité, qui n'étaient pas submergés, de transporter ces malades en réanimation. Et personnellement, j'ai bien connu cette affaire avec ma mère en EHPAD sur sa fin de vie. Heureusement qu'elle a pu, elle, aller en réanimation. Elle a fait 2 ou 3 septicémies dans l'année et elle s'en est parfaitement sortie à 90 ans. Donc là, non seulement on ne les a pas emmenés en réanimation, mais on leur a préparé la seringue de Rivotril avec un arrêté à la clé pour les achever complètement, alors qu'ils étaient déjà en détresse respiratoire.